Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 romans. Je suis super contente de tourner cette vidéo aujourd'hui. Je propose que sans plus d'introduction, on se lance. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, c'est très simple. Dans les vidéos 5 romans, je vous parle de mes 5 dernières lectures. Donc, c'est parti, on y va. Go! Le premier roman dont je vais vous parler, c'est You Should See Me in a Crown de Leah Johnson. Alors c'est un livre que j'ai lu en anglais, mais il faut savoir qu'il est aussi paru en France sous le titre La méthode Lighty aux éditions de Saxus. Donc ça a été en fait ma première lecture de l'année. Non, c'est faux. Ça a été ma deuxième lecture de l'année, sachant que ma première lecture de l'année c'était un livre pour les cours, donc je le compte comme ma première lecture de l'année. Dans la méthode Lighty, je vais dire le titre en français du coup. Dans la méthode Lighty, on va suivre l'histoire de Liz Lighty, qui est une jeune fille au lycée. Elle attend avec impatience de recevoir une bourse qui pourrait lui permettre d'aller à l'université de Pennington, qui est l'université de ses rêves. Sauf que elle n'obtient pas sa bourse et sa famille n'a clairement pas les moyens de lui payer ses études. Mais il y a une solution un peu inattendue qui se présente à elle. Elle va concourir pour devenir reine de promotion de son école. Et si elle devient reine de promo, les reines et rois de promo dans son école reçoivent une bourse assez importante qui pourra lui permettre d'aller dans cette école. Sauf qu'il y a un petit problème qui se passe, c'est que Liz va faire la rencontre de Mac. Mac, c'est une jeune fille super drôle, super intelligente, super intéressante, c'est une nouvelle dans l'école. Et Liz sent bien qu'elle a une attirance pour Mac. Problème, c'est que Mac concourt aussi pour le titre de reine de promo. Voilà. Donc ça a été une très bonne lecture. Je pense que ça a été ma meilleure lecture du mois de janvier. Après, c'était pas non plus extraordinaire, ça a pas été un coup de cœur, mais ça a quand même été une très bonne lecture. J'ai trouvé le personnage de Liz, c'est un personnage très attachant, elle a un côté, elle est très anxieuse. En fait, c'est quelqu'un, elle n'ose rien faire, ce n'est pas qu'elle n'ose rien faire, c'est peut-être pas approprié de dire ça. C'est plutôt que elle a très peur de se lancer dans de nouvelles choses parce que dans le passé, elle a été vraiment blessée et elle a vraiment peur qu'on la juge, et vraiment son but jusque-là, c'était vraiment de finir sa scolarité en restant le plus invisible possible jusqu'au jour où elle pourrait quitter son école. Et là, la voilà qui doit se mettre sur les devants de la scène pour gagner cette bourse. Elle a beaucoup de mal avec ça, mais en même temps, c'est vraiment quelqu'un de très courageux, déterminé. Donc vraiment un personnage super sympa, qui est chouette à suivre. Si je pouvais faire un petit défaut du roman, je dirais qu'il n'y a pas assez de prom dans ce roman qui parle de prom. J'ai l'impression que... On parle bien sûr de l'ambiance du bal de promo, de la reine de promo, etc. Mais au final, j'ai l'impression que ça reste assez superficiel et j'ai pas ressenti tant cette ambiance que ça, ce qui est quand même dommage parce que c'est un peu ce que j'attendais de ce roman. Après, on a au niveau de la romance avec Mac, donc on a une romance qui fonctionne, les deux vont bien ensemble. Après, j'ai trouvé qu'il y avait certains aspects qui étaient pas terribles dans la romance. Déjà, le premier fait, c'est que il y a pas de réelle rivalité entre les deux filles. Moi, je m'attendais, en lisant le résumé et tout, comme Mac fait aussi partie de la sélection et veut aussi devenir reine du lycée, je m'attendais à ce que Mac veuille vraiment gagner et qu'il y ait une véritable rivalité entre les deux filles, qui à la fois sont attirées l'une par l'autre, s'entendent bien, même plus que ça, même, mais qui malgré tout se retrouvent avec une certaine rivalité parce qu'elles veulent toutes les deux gagner et aucune des deux ne veut céder du terrain. Ça aurait été ultra intéressant. Et en fait, pas du tout. Dès le début, très vite, il s'avère que, on voit bien que Mac, ça va pas être une rivale très sérieuse et que personne n'est vraiment inquiet à l'idée de l'avoir gagné. Et très vite, il s'avère que, Liz a 40 fois plus de chances que Mac et pourtant c'est pas gagné d'avance pour Liz. D'ailleurs, on a un trope, enfin, je sais pas si on peut parler d'un trope, mais disons qu'il y a quelque chose qui m'énerve pas mal dans les romances. C'est un cliché de romance qu'on voit, mais dans toutes les sortes de romances, partout. Que ce soit en fantasy, enemies to lovers, que ce soit des romances contemporaines, du ami amoureux, toutes les formes de romance, j'ai l'impression, film, cinéma ou livre,
il y a toujours ce moment qui m'agace un peu, qui est ce moment où ça y est, les deux sont ensemble, ils s'aiment, sont amoureux, et là il y a un quiproquo débile qui fait qu'ils se disputent, ils se parlent plus machin, et à la fin en fait ils s'expliquent et en fait tout va bien et ils sont amoureux à nouveau. Alors ça c'est vraiment un truc qui m'agace à chaque fois, parce qu'à chaque fois je me dis mais il vous suffirait de parler 5 minutes et d'écouter l'autre pour ne pas vous disputer stupidement. Et bien il y a un truc comme ça dans ce livre là, à la fin, surtout que mais c'est un peu la faute de Lise, là, vraiment, elle explique rien à Mac. En fait, je comprends pas pourquoi elle a pas expliqué à Mac directement pourquoi elle voulait gagner, pourquoi elle voulait devenir reine de promo, parce que Mac aurait compris et Mac l'aurait soutenu. Mais bon, bref, peu importe. Un truc qui m'énerve un peu, c'est donc la fin, c'est une fin, je pense qu'on peut dire que c'est un happy end, hein. c'est une fin positive et chouette. Pas très étonnant, enfin c'est ce à quoi je m'attendais en lisant ce livre. Après, j'ai trouvé qu'il y avait certains aspects, par exemple, alors je vais pas vous dire quoi exactement, mais la meilleure amie de Lise va commettre quelque chose et qui va créer une grosse dispute entre les deux filles, et à la fin Lise lui pardonne, et en fait pour moi, la meilleure amie de Lise ne méritait pas de pardon. Alors, je dis, c'est pas qu'elle méritait pas de pardon, peut-être qu'elle méritait un pardon, et c'est vrai que ça aurait été dommage que l'amitié des deux filles, qui est quand même une amitié ultra forte, ait été brisée comme ça, mais elle aurait eu besoin de plus de temps, et je pense que Lise aurait dû montrer qu'elle avait encore de la rancœur envers sa meilleure amie, parce que, en fait, ce qu'elle a fait, sa meilleure amie, c'est inexcusable, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut pardonner comme ça. Du coup, voilà, il y a un happy end qui est un peu, qui est très, voire trop prévisible, mais je suis pas non plus déçue de ça. Enfin, je me dis bon, voilà, c'est une romance sympa qui se passe dans l'univers de prom pour adolescents, donc je comprends tout à fait qu'il y ait une happy end. J'ai trouvé qu'il y a des personnages secondaires super sympas. J'ai beaucoup aimé le petit frère de Lise, Robbie, qui est très attachant. On le voit pas tant que ça dans l'intrigue. Et pourtant, il est toujours pertinent, il apporte toujours quelque chose d'intéressant à l'intrigue, il a une personnalité que j'ai trouvé très sympa aussi. Et il y a surtout le personnage de Jordan. Alors, quel plaisir de voir une amitié fille-garçon sans aucune ambiguïté, qui fonctionne parfaitement avec... Vraiment, j'ai adoré Jordan, j'ai trouvé super chouette comme perso, et c'était un peu le perso que personne n'attendait, mais qui pourtant était super sympa. Donc voilà pour mon avis sur la méthode Lighty. Donc si on résume, c'était une bonne lecture, j'ai vraiment passé un bon moment, je le recommande sans problème à des adolescents, je pense. C'était vraiment chouette. Donc voilà pour ce premier livre. Maintenant on va passer au deuxième roman que j'ai lu, c'est Lire est dangereux pour les préjugés, écrit par Dave Connis. Donc dans ce roman, on suit l'histoire de Clara, qui est une en terminale et qui est fan de lecture. Alors vraiment, les livres et la lecture, c'est toute sa vie. Que ce soit, elle a un club de lecture, elle passe tout son temps libre à lire. Elle a organisé une association de boîtes à livres. Enfin, vraiment, elle est bénévole aussi à la bibliothèque de son lycée. Enfin, vraiment, elle est vraiment très investie dans la lecture. Le problème, c'est qu'en fait, elle va découvrir un peu par hasard qu'il y a une liste dans son lycée de livres qui sont interdits, donc des livres censurés. Et quand elle va découvrir ça, Clara, ça va la mettre hors d'elle, ça va la mettre très en colère, et elle va décider de résister en créant une bibliothèque illicite dans son casier, où elle pourra prêter aux différents élèves des livres qui sont interdits dans son lycée. Le personnage de Clara, j'ai eu du mal à m'attacher à elle. Pourtant, on finit par s'attacher à elle, mais je trouve qu'on s'attache à elle vraiment très lentement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on suit vraiment toutes ses réflexions au fur et à mesure qu'elle découvre cette censure, quand elle découvre ces livres interdits, jusqu'à la fin. En fait, elle a vraiment une évolution incroyable. Elle passe par toutes les étapes, en fait. Elle passe par la colère, elle passe par la colère, par l'action, par la résignation, par la remise en question. Et donc, ça fait un personnage ultra vivant. Pour moi, un des personnages qui montre le plus ça, c'est le personnage de Ashton. Alors, Ashton, c'est un garçon que Clara méprise complètement au début, parce qu'il fait partie du groupe des élèves les plus riches de l'école, dont les parents financent l'école. Et donc, elle a décidé que c'était forcément un petit con prétentieux qui savait plus quoi faire de tout son argent, etc. Et en fait, elle va être très vite mise face à ses préjugés. Et très vite, on va montrer qu'en fait, elle exagère et qu'elle est elle a vachement de préjugés et qu'elle est vraiment pas sympa avec quelqu'un qu'elle connaît pas du tout.
Donc là-dessus, je trouve le personnage de Ashton était pas mal pour montrer un peu l'évolution de Clara. Et donc ensuite, sur le thème vraiment principal du roman, qui est la censure, j'ai trouvé ce roman ultra intéressant et ultra intelligent, dans le sens que il ne fait pas que dire censurer c'est mal. En fait, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il ne faut pas censurer les livres, mais il va plus loin que la simple réflexion de la censure c'est mal, il faut lire tous les livres, point. Au contraire, le livre montre bien qu'en fait les choses sont pas si simples. Ça se demande d'où vient la censure. Pourquoi est-ce qu'on censure? Est-ce qu'on peut avoir le droit de censurer? Est-ce que les livres peuvent être dangereux? Est-ce que les livres peuvent vraiment être dangereux? Peut-être que oui, en effet, les livres peuvent avoir un effet négatif parfois et peuvent être dangereux, mais est-ce que ça veut dire quand même qu'il faut les interdire? Vraiment, le livre apporte des réflexions très intéressantes, parfois avec des sujets importants et parfois avec des sujets difficiles. D'ailleurs, trigger warning, tentative de suicide. Les adultes dans ce roman, on en parle. Les adultes dans ce roman sont tous nuls. Ça veut dire qu'on a les parents de Clara qui ne servent à rien. On a le proviseur qui est un gros con. Bon, mais c'est son rôle. Et enfin, on a les personnages qui m'ont plus énervé, c'est-à-dire des adultes qui étaient censés être des figures positives dans le roman, mais qui m'ont insupporté. Déjà, il y a la professeure de littérature de Clara. Alors, cette femme, en fait, elle est contre la censure des romans dans le lycée, et en fait, elle va aller jusqu'à démissionner quand elle va se rendre compte que autant de romans sont censurés. Ce qui m'a énervée, c'est qu'elle semblait attendre de Clara qu'elle se révolte, qu'elle fasse la révolution. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'elle attend ça de Clara en particulier? Et ensuite, j'ai trouvé ça ultra dur en fait, parce que Clara, on voit bien qu'elle galère, elle risque gros, Clara, en fait. Elle risque de perdre sa bourse pour aller à l'université, elle risque de se faire expulser de son lycée, elle risque tout son avenir, en fait, dans cette action. Et la prof est limite, ouais, t'en fais pas assez, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bizarre. Pareil, le professeur documentaliste, donc celui qui tient la bibliothèque du lycée, qui vraiment s'en remet à Clara. Ça veut dire que lui-même, il se mouille pas. Par contre, il envoie les autres élèves chercher des livres chez Clara et tout. Et ça, j'ai trouvé ça vachement ouais, je résiste, mais je laisse une lycéenne faire tout le boulot et prendre tous les risques, quoi. Ça, je trouvais ça vraiment bof. La fin est sympa, mais m'a laissé sur ma faim. Je sais pas, peut-être que j'aurais aimé un vrai happy end, et finalement on n'a pas un vrai happy end, mais en même temps c'est plus logique comme ça. C'était vraiment une bonne lecture, c'était un livre intéressant. En plus, il est bourré de références littéraires qui sont trop chouettes et qui m'ont donné envie de découvrir plein de livres. Donc je vous le conseille, il était vraiment sympa. Et pour les questions de la censure, c'était vraiment intéressant. Après avoir lu ce livre, je suis allée un peu sur le site de l'ALA, donc American Library Association. C'est l'association du coup des bibliothèques américaines, donc des États-Unis. Et en fait, ils ont des statistiques sur les livres censurés aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qui est peut-être moins fréquent en France, mais qui est très fréquent aux États-Unis, d'avoir des écoles qui censurent des ouvrages, etc. Et en fait, ils font la liste des livres les plus censurés de tous les temps, par décennie, par année, etc. Et c'est très intéressant, j'ai été voir la liste, et j'ai très envie de lire tous les livres de cette liste maintenant, parce que c'est peut-être le meilleur moyen de lutter contre la censure, finalement, c'est de lire les livres qui ont été censurés, comprendre pourquoi ils ont été censurés, et montrer en quoi la censure n'est pas justifiée, même s'il y a des choses répréhensibles dans le roman, en fait, là n'est pas la question. Mais donc voilà, donc un livre qui m'a permis d'avoir des réflexions intéressantes, qui est pas aussi manichéen qu'on pourrait s'y attendre avec un tel sujet traité. Je le recommande, ouais, vraiment. Ensuite, j'ai lu, et cette fois je l'ai avec moi, tadam, One Last Stop de Cassie McQuiston. Alors Cassie McQuiston, c'est l'autrice de Red, White and Royal Blue, en français My Dear Fucking Prince, qui a eu un gros succès et que j'ai lu aussi et que j'avais adoré. Et donc ce livre, c'est son deuxième roman, donc là c'est l'édition anglaise, j'ai lu en anglais, mais il faut savoir qu'il va être publié en France par les éditions Lumen. Il a été annoncé, donc il va sortir en français bientôt, dans l'année en tout cas. Donc dans One Last Stop, on suit l'histoire de Auguste, qui a 23 ans, elle vient de déménager à New York. Elle s'attend pas à grand chose en déménageant à New York, elle s'attend certainement pas à se faire des amis, puisque une des règles de sa vie c'est d'éviter les gens. Mais voilà, dans le métro new-yorkais, elle va faire la rencontre de Jane. Jane, qui est une fille dont Auguste tombe immédiatement amoureuse. Ok, elle dit pas ça comme ça, mais elle a immédiatement un énorme crush sur elle.
Et sauf que, en fait, il va s'avérer que... Alors là, ce que je vous dis, on l'apprend un peu loin dans le livre, mais c'est pas un spoiler parce que c'est écrit dans le résumé, du livre, et c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment l'intrigue de l'histoire. Jane est en fait une jeune fille des années 70 qui est coincée dans une boucle temporelle, elle ne peut pas sortir du métro, et donc August va essayer de trouver un moyen de aider Jane à sortir du métro. Donc, on va commencer par les points positifs. Vraiment une romance qui fonctionne, un livre super chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage d'Auguste, c'est un personnage qui a été une évolution vraiment positive pour moi. Au début du roman, elle m'énervait, elle me faisait lever les yeux au ciel. C'est vraiment un peu cet archétype de personnage qui fait confiance à personne, qui est là, ouais, j'ai pas besoin d'amis, j'ai besoin de personne, faut que je laisse personne entrer dans ma vie, etc. Et en fait, c'est un archétype de personnage que, d'un côté, je peux comprendre cet archétype et elle a des raisons d'être comme ça, etc. Mais d'un autre côté, c'est plus fort que moi. Je n'aime pas ce genre d'archétype de personnage. Et d'ailleurs, je n'aime pas vraiment non plus les gens qui sont comme ça dans la vraie vie. Et du coup, c'est un problème vraiment personnel. Mais Auguste a vraiment une évolution très intéressante. Vraiment, la Auguste du début et la Auguste de la fin n'ont rien à voir. Parce qu'elle a appris à s'ouvrir aux autres, parce qu'elle a appris à faire face à ses sentiments. Elle a su grandir et s'entourer de personnes bienveillantes. Et vraiment, Auguste, elle est passée d'un personnage que j'aimais pas du tout au début à un personnage que j'ai vraiment apprécié, que j'ai aimé suivre à la fin. Et au contraire, Jane, au début, quand elle nous est présentée, je l'aimais beaucoup, elle avait l'air super chouette et tout. Et en fait, plus l'intrigue avance et plus on en sait sur elle, et plus je l'ai trouvée un peu géniarde. Alors, d'un côté, je peux comprendre que quand tu apprends que tu es coincé dans une boucle temporelle depuis les années 70, tu commences à en avoir un peu marre et que tu te plaignes. Je peux comprendre. Mais en fait, j'ai trouvé qu'elle avait pas d'évolution, Jane. J'ai pas eu l'impression qu'elle apprenait grand-chose. Et du coup, ouais, elle m'était un peu... En fait, je vais pas mentir, Jane m'était un peu indifférente, en fait. Ce qui est dommage, quand même, dans une romance où c'est un des deux personnages principaux. Les personnages secondaires étaient trop chouettes. La coloc d'Auguste est trop bien. J'ai adoré Nico. Nico d'ailleurs, qui est un perso il est médium. C'est jamais remis en question dans le livre. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Genre, il est médium, ok, tout le monde l'accepte, et c'est un fait, voilà. D'ailleurs, en parlant de médium, le livre est beaucoup plus fantastique que ce que je pensais. J'avais un peu peur que ce soit un truc du genre... Jane va être sortie du métro grâce à la force de l'amour et que ce soit juste un prétexte pour la romance. Mais alors en fait pas du tout, il y a vraiment beaucoup plus de fantastique que ce que je pensais, ce qui est un peu étonnant sachant que l'autrice Red, White and Royal Blue c'était du contemporain sans aucun fantastique. Donc là c'est vraiment du fantastique, j'ai trouvé ça chouette. Après, donc oui, comme je disais, la colloque d'Auguste c'est super chouette. On a plein de passages dans l'univers des drag queens new-yorkaises et trop cool. On a aussi la relation entre Wes et Ishaya, je sais pas comment ça se prononce, est très cool, mais à la fin on a envie de les claquer et de leur dire mais embrassez-vous, arrêtez de tergiverser, tu l'aimes, il t'aime, pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas ensemble? Donc voilà, les personnages secondaires j'ai trouvé très cool. Il y a aussi toute une question sur la relation mère-fille entre Auguste et sa mère, qui est une relation un peu compliquée, mais qu'on arrive à mieux comprendre au fur et à mesure du livre. Pour les défauts, ça traîne en longueur, vraiment. Mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà avec Red, White and Royal Blue. J'ai trouvé qu'il y a des moments où ça traînait en longueur, c'était long, j'avais envie que ça s'arrête, j'avais envie que ça se finisse en fait. Et là, vous voyez, j'ai dit plutôt qu'un des aspects positifs du roman, c'était qu'il y avait vraiment du fantastique. Et bien, en fait, d'un autre côté, j'ai trouvé que c'est du fantastique, mais on voit que c'est écrit par une autrice qui écrit pas vraiment de fantastique habituellement, parce que le fantastique avait pas... En fait, comment dire, tout l'aspect fantastique de la boucle temporelle était ultra intéressant, mais tout l'aspect sur comment Jane allait retourner dans le monde était j'ai trouvé ça un peu bizarre, un peu bâclé, pas forcément ultra bien expliqué. Et ouais, comme j'ai dit, des longueurs. Hein. Mais alors, j'ai vécu exactement la même chose avec Royal Blue. C'est-à-dire que j'étais vraiment dedans, mais vers les 3/4 du livre, j'ai commencé à aller, ça avançait pas. Je vous ai parlé un peu plus, pour la méthode Lighty, je vous ai parlé de ce truc où il y a une dispute inutile entre les deux persos qui crée un problème. Bah là, c'était pareil dans celui-là. Il y avait un moment, il y a eu une dispute
débile entre les deux, qui les a fait séparer pendant une semaine, puis finalement ils se sont retrouvés. Il n'y avait pas besoin de ça en fait. Il y en avait pas besoin, quitte à changer un peu les choses, mais il n'y avait pas besoin de ça. La fin était prévisible, vraiment zéro surprise sur la fin. À un moment, l'autrice essaye de nous faire croire que la fin va aller vers un autre sens, mais en fait non. Mais en fait, je me suis pas fait du tout prendre. Donc du coup, je ressentais rien. J'attendais juste que la vraie fin arrive et bah j'ai eu raison. La vraie fin était comme je l'imaginais. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. Donc c'était sympa, c'était une romance sympa. Mais voilà. J'ai moins aimé que Red, White and Royal Blue et je dois dire que là, je commence déjà à l'oublier, ce qui est quand même pas super. Après, il était vraiment quand même très cool. Alors, ensuite, passons au roman suivant. Le roman suivant que j'ai lu, c'est Chanson douce de Leila Slimani. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il a reçu le Goncourt il y a 5 ans et il a fait beaucoup parler de lui. Il y a eu une adaptation en film aussi que j'aimerais beaucoup voir, je suis très intéressée, je serais très curieuse. Donc on suit l'histoire de Myriam et de son mari. Ils ont 2 enfants et Myriam, qui était jusque-là mère au foyer, va reprendre le travail et donc ils vont embaucher une nounou. Et ils choisissent d'embaucher Louise, qui semble être à tous les points parfaite. Les enfants l'adorent, elle s'occupe parfaitement bien d'eux, et en plus c'est une fée du logis, elle s'occupe de la maison. Bref, tout le monde, toute la famille se met à adorer Louise. Sauf que il commence à y avoir une relation d'interdépendance entre Louise et ses employeurs, jusqu'au drame. Le drame, c'est Louise qui assassine les 2 enfants. Et ce n'est pas du tout un spoiler, c'est la toute première phrase du roman que je vais vous lire. Le bébé est mort. Voilà, toute première phrase du roman. Franchement, je trouve que c'est une des meilleurs débuts de roman parce que essayez de lire ça et de pas vouloir tout lire ensuite. En parlant de ça, le style de Leila Slimani est ultra efficace. C'est percutant, c'est simple, c'est clair, c'est comme le bébé est mort. Voilà, des phrases courtes, simples, fluides. Mais en même temps, le style est très élégant, c'est jamais froid ou distant, c'est toujours très élégant et vraiment impossible à lâcher. Hein. Surtout qu'on a des chapitres très courts et du coup vraiment on a envie de lire la suite et moi je l'ai dévoré en un coup et je regrette pas du tout. On a une ambiance assez pesante évidemment au vu des sujets abordés avec cette relation toxique entre la nourrice et ses employeurs. Mais en même temps, contrairement à ce que j'ai pu entendre parfois, le roman n'est pas non plus un thriller ou n'est pas non plus horrifique. Personnellement, après l'avoir fermé, j'ai réussi à faire la part des choses et je ne me sentais plus oppressée. Je pense que le sujet principal de ce roman et ce qui a le plus d'intérêt dedans, c'est vraiment le sujet des classes sociales. Il y a aussi le sujet de la maternité qui est abordé. Il y a plein de sujets qui sont abordés dans ce roman et vraiment extrêmement intéressant. Franchement, je vous le recommande vraiment. Il est vraiment bien et je comprends le succès qu'il a eu. Je serais très curieuse de voir le film. Et voilà, je veux un peu rassurer les gens qui ont peur que ce soit une histoire trop pesante, quoi. Alors, oui, c'est une histoire pesante. Au vu des thèmes abordés, ça peut pas être les lapinous dans la prairie. Mais malgré tout, je trouve qu'il est très lisible et que il est pesant, mais en même temps, il fait beaucoup réfléchir sur notre société plus que sur le meurtre. En fait, le meurtre n'est pas quelque chose en soi, en fait, c'est juste, le meurtre, c'est juste la conclusion logique de tous ces rapports de classe et toutes ces relations toxiques qu'il y a, et ça semble être le dénouement logique à cette situation absolument ignoble. Logique, j'ai pas dit bien. Pas parce que c'est logique que c'est bien de tuer des bébés, voilà. Non, mais vraiment, je le recommande, il était très bien, et si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il en vaut le coup? J'ai très envie de le voir. Et enfin, alors attendez, je bouge mes petites notes, j'ai des petites notes avec moi. J'ai lu Rise to the Sun de Leah Johnson. Si vous suivez Leah Johnson, ça vous dit quelque chose. C'est normal, c'est l'autrice de la méthode Lighty que j'ai présentée en premier dans ce livre. Rise to the Sun, pour l'instant, il n'est pas traduit et pour l'instant, il n'y a aucune info concernant une probable traduction. Mais vous allez voir avec ma critique, c'est peut-être pas plus mal qu'il ne soit pas traduit. Alors, donc, l'histoire. Donc, on va suivre les personnages de Tony et de Olivia. D'ailleurs, j'aime trop la couverture. Je trouve qu'elle représente parfaitement comment j'imaginais les 2 filles. Et je sais pas, je trouve la couverture très chouette. Donc on va suivre Tony et Olivia. Donc Tony, qui vont se rencontrer à un festival de musique.
Tony, elle va à ce festival de musique tous les ans, et cette année, elle a décidé de participer au concours de musique que le festival organise. Et Olivia, elle est un peu, elle passe son temps à tomber amoureuse, à avoir des relations et à se faire larguer. Et elle en a marre. Et là, elle part pour un week-end dans ce festival avec sa meilleure amie Imani. L'idée, c'est un week-end entre meilleures amies, pas d'histoire d'amour, juste les deux, toutes les deux ensemble. Elles vont se rencontrer et évidemment, elles vont tomber amoureuses. Voilà. Alors, que dire de ce roman? J'ai beaucoup moins aimé que la méthode Lighty pour des raisons que je vais vous expliquer. Alors, déjà, on a des personnages qui sont insupportables. Alors, on a Tony qui est mais antipathique au possible. Elle est insupportable. Elle est exactement comme je vous disais, j'ai l'impression que j'ai plein de liens à faire entre les différentes lectures ce mois-ci, c'est chouette. Dans One Last Stop, pour One Last Stop, je vous disais que Auguste, ça m'énervait un peu parce qu'elle était cet archétype du personnage qui fait confiance à personne, je veux pas d'amis pour pas être blessée, machin. Et comme je disais, Tony, c'est exactement ce type de personnage. Et comme je disais, exactement pareil pour Auguste, je peux comprendre avec son histoire, etc. Je comprends, mais malgré tout, en tant que lectrice, c'est quelque chose qui m'énerve, voilà. Donc Tony, elle m'énervait, mais bon, j'ai trouvé qu'elle avait quand même une évolution et au final, vers la fin, j'appréciais presque de lire les chapitres avec son point de vue. Presque. Et Olivia, ce que j'ai bien aimé dans son personnage, c'est un personnage, elle est ultra joviale, elle est ultra motivée, c'est quelqu'un qui est plein de peps, plein d'énergie, et ça, j'ai vraiment trouvé ça super chouette. Par contre, elle est irrespectueuse et égoïste au possible. Son attitude envers sa meilleure amie, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On a sa meilleure amie qui lui a fait promettre de passer un week-end que avec elle, qui lui a dit écoute, j'en ai marre de te partager, je veux qu'on soit juste nous deux. La première chose qu'elle fait, cette greluche, c'est foncer dans les bras de la première fille qu'elle trouve et laisser sa meilleure amie en plan tout le week-end. Et le pire, ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'elle s'en rend compte, elle s'en rend pas du tout compte. C'est-à-dire que tout le long, sa meilleure amie arrête pas de lui envoyer des signaux en mode meuf, je suis là, allô, tu m'abandonnes. Et elle est là, non mais c'est bon, je vis ma meilleure vie, etc. Elle se rend compte de rien jusqu'à ce que sa meilleure amie, à la fin, lui passe un savon et la dispute en lui disant « Mais meuf, t'es tellement égoïste, t'es insupportable, etc. » D'ailleurs, meilleure scène du roman. Seule scène que j'ai vraiment appréciée. Où Olivia se fait remettre en place comme il faut par sa meilleure amie et comme elle le mérite. Elle est tellement égoïste. Franchement, ça m'a insupportée. Donc voilà. D'ailleurs, un truc un peu bizarre dans la caractérisation de ce personnage de Olivia, c'est que elle est décrite comme ultra énergique, ultra pleine de peps et tout. Et elle-même, elle dit que le problème avec elle, c'est qu'elle est souvent un peu trop pour les gens. C'est-à-dire que elle est tellement énergique que souvent les gens lui disent, en ont marre d'elle et disent qu'elle est un peu de trop. Et c'est quelque chose au début où je me disais, waouh, je me reconnais un peu là-dedans, etc. On va voir comment c'est développé et tout. Et au final, j'ai pas trouvé que c'était si développé que ça et j'ai pas trouvé qu'elle était si extravagante que ça, Olivia, au final. Enfin, pas autant qu'elle l'est présentée, en tout cas. Et enfin, le plus gros problème, le problème de ce roman en fait, le problème qui fait que ce roman ne marche pas, ça se passe sur 3 jours. 3 jours. 3 jours pour construire une romance, pardon, vous allez me faire croire qu'en 3 jours, on va avoir ces deux adolescentes qui vont avoir le temps de se rencontrer, de tomber folles amoureuses et de régler tous leurs problèmes et de régler tous leurs traumas en 3 jours et de se promettre amour éternel, etc. Au bout de 3 jours, Tony dit, je cite, c'est en anglais, pardonnez mon accent de merde. Olivia is some kind of melody that has made a song of my universe. Mais Olivia, c'est la mélodie de ton univers de rien du tout. Tu la connais depuis 3 jours. Et ça, vraiment, ça m'a énervée en fait. C'est que, en fait, ça aurait été ultra intéressant. Parce que Olivia tombe amoureuse très vite. Toujours. Ça aurait été ultra intéressant d'avoir Olivia qui tombe amoureuse très vite de Tony. Tony qui tombe aussi amoureuse d'elle parce que, pour différentes raisons, etc. Et en fait, que les deux filles se rendent compte qu'en fait, elles se sont lancées à bras perdus dans cette relation juste pour combler quelque chose et pour passer outre leur trauma. Et au final, elles se séparent, mais qu'il reste un peu cette ambiance que potentiellement, peut-être un jour, une romance sera possible. J'aurais trouvé ça tellement intelligent. Mais non, évidemment, c'est une romance, il faut qu'il y ait un happy end, il faut que les deux soient ensemble, bref, insupportable. Mais 3 jours, j'arrive pas à m'en remettre en fait. Et le problème, c'est que du coup, comme l'histoire se passe sur 3 jours, chaque journée, il se passe plein de choses.
Et donc on a vraiment un tiers du roman pour un jour, et du coup les journées étaient trop longues et j'avais juste envie de passer à la suite. Et à chaque fois que les filles se faisaient des grandes déclarations d'amour, je soufflais d'agacement. À chaque fois que Olivia était irrespectueuse avec sa meilleure amie, j'étais là, mais meuf, tu vois pas que tu fais n'importe quoi. Donc comme je disais, par contre, seule meilleure scène, quand Imani remet sa meilleure amie à sa place, quand elle remet Olivia à sa place, quand elle lui dit tout ce qu'elle a fait, oh, c'était la meilleure scène du roman. Je suis ravie que ça ait eu lieu. Et enfin, autre chose, je pense que ces deux filles n'ont pas besoin... Enfin, Tony, peut-être qu'elle pourrait être dans une relation, mais Olivia, elle a clairement pas besoin d'être dans une relation maintenant. Hein. Elle a besoin d'une thérapie, elle a besoin de faire une pause, elle a besoin de se retrouver seule avec elle-même. Elle a pas besoin d'encore une relation amoureuse. Parce que son problème, c'est clairement qu'elle se lance trop vite dans des relations amoureuses et qu'elle se lance dans des relations amoureuses avec les mauvaises personnes. C'est son problème. C'est littéralement son histoire, son background. Alors pourquoi la mettre en couple au bout de 3 jours? Voilà. Bref, c'était sympa. Non, c'était pas sympa, qu'est-ce que je raconte? Ce n'était pas sympa du tout, c'était énervant. Par contre, point positif, l'ambiance du festival et l'ambiance de musique et du festival était très cool. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Mais vraiment, une grosse déception et je ne vous le recommande pas du tout. Je vous le recommande vraiment pas beaucoup. À la limite... Ouais, si vous aimez les romances instantanées, en fait, ça peut vous plaire. Mais moi, vraiment, ça l'a pas fait avec moi. Et c'était ça le problème pour moi avec ce roman. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé donc de 5 romans. Il y en avait 3 en anglais, il y en avait 3 c'était romances entre filles. Donc je pense que on peut dire que c'est un peu le thème de la vidéo aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je fais. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à bientôt et très bonne lecture. Salut!